Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de l'actualité. À la une de cette revue de l'actualité, mesdames et messieurs, le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, monsieur Corneille Nangaa, a fait une adresse à la nation à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance, c'est 30 juin. Et aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Shema Nzungu qui va nous éclaircir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette adresse à la nation. Monsieur Shema, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ce plateau pour parler que l'actualité, que l'information. Comme je l'ai introduit dans l'introduction, Monsieur Corneille Nangaa, le coordonnateur politique de l'AF 123, a fait une adresse à la nation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce message? Alors, le coordonnateur politique de l'AFC en 23 a adressé un message à la nation ou encore à l'occasion de cet anniversaire de l'indépendance pour la 66e année de l'indépendance en République démocratique du Congo. Il y a quelques points que nous pouvons citer pour essayer un peu de décortiquer ces messages à la nation. Un message très long d'une vingtaine de minutes, mais on a essayé un peu de les cadrer ou encore de les classer dans différents points. Il y a d'abord l'adresse à la nation par rapport aussi à la riposte de l'ASC 123 par rapport à cette maladie, à virus Ebola. Il a aussi adressé il y a un autre cas ou encore un autre point, une défense de la constitution de 2006 de la République démocratique du Congo. Il y a aussi des accusations directes contre Félix Tshisekedi, le président de la RDC. Et aussi, il y a aussi l'AFC 123 qui justifie son engagement armé. Il y a aussi, c'est un autre point. Il y a aussi un autre point que j'ai aussi retenu dans ces messages que le coordonnateur politique de l'AFC 123 a adressé à la nation. Il y a aussi il accuse ou encore Kinshasa qui est accusé de bloquer les efforts de paix. Là, on parle de Doha, on parle de Washington. Il a aussi lancé un appel à la mobilisation nationale. Eh ben, ce sont quelques points que j'ai retenus dans ce message du coordonnateur politique de l'ASC en 23 qu'il a adressé à la nation. Si on va essayer encore de décortiquer, d'analyser ce message. À ce qui concerne le premier point que j'ai donné à la riposte d'Ebola, que le message qu'il a donné ou encore il donnait le bilan de la riposte de cette maladie à virus Ebola avec cette nouvelle souche Boudibongyo, eh ben, le chef de l'AIC 23 a exprimé sa solidarité envers les populations touchées par la nouvelle épidémie d'Ebola, particulièrement dans la province d'Eluturi. Il a affirmé que son mouvement s'est fortement impliqué dans la lutte contre la souche Boudibongyo du virus Ebola dans les zones sous son contrôle ou encore sous son administration. Selon lui, la mobilisation conjointe des équipes sanitaires, de communautés locales et de structures mises en place par l'AFC 123 a permis de contenir la propagation de cette maladie à virus Ebola et d'éviter une catastrophe de santé et aux partenaires humanitaires engagés sur les terrains, tout en appelant aussi la population à respecter, je dirais strictement les mesures sanitaires. Et ben, pour le moment, il a remercié la cellule de la crise, de la riposte qui est conduite par le docteur Freddy Kaniki, bien évidemment, qui a tenu aussi un briefing à Bukavu, annonçant aussi la fin ou encore qu'ils ont vraiment bien géré la propagation de cette maladie. Aujourd'hui, dans les zones déjà sous administration de l'ASC 123, il y a aucun cas d'Ebola. Et on va en parler bien évidemment à la longue dans cette revue de l'actualité. Mais c'était d'abord le premier point de ces discours du coordonnateur politique de l'AFC 123. Il y a aussi un autre point défendant aussi la constitution
de 2006 de la République démocratique du Congo. Dans la seconde partie de son discours, Corneille Nangaa a présenté la constitution de 2006 comme le principal acquis, je dirais, institutionnel de la Troisième République. Il a estimé que ces textes a permis d'assurer une relative stabilité politique et a rendu possible la première alternance pacifique du pouvoir de 2019. Vous vous rappellerez Joseph Kabila qui cédait son poste ou encore son pouvoir à Félix Tshisekedi en 2019 à, je dirais, une reprise très pacifique et diplomatique. Et c'est ça que Corneille Nangaa a essayé aussi de parler, mais aussi pour l'ancien président de la CENI, les initiatives de la révision constitutionnelle actuellement portée par les camps présidentiels constituent ou encore une menace. Il a dit que ça constitue une menace directe contre je dirais, le pacte républicain et le fondement démocratique du pays. Ça, c'est le deuxième point de son discours. On va bien sûr le laisser suivre ces discours pour revenir aussi à ces accusations que Corneille Nangaa a lancées, a donné, a montré à la face du monde que Tshisekedi continue toujours de violer cette constitution et de chercher à conserver le pouvoir au-delà de limites prévues par la loi, je dirais, fondamentale de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Nous allons d'abord laisser suivre aux téléspectateurs le deux points dont vous nous avez parlé. Ouais. Alors, très chers téléspectateurs, suivez d'abord ce discours. Le chemin parcouru par notre nation depuis le 30 juin 1960 n'a jamais été un long fleuve tranquille. À plusieurs reprises, la dictature, la mauvaise gouvernance, les tentatives de sécession, les replis identitaires, les fractures tribales et la stigmatisation ethnique ont failli emporter la République et anéantir le rêve d'un Congo uni, libre et prospère, porté par les pères de l'indépendance. Après plus de 4 décennies de crise, des conflits et des contestations récurrentes de la légitimité du pouvoir, les Congolais avaient enfin trouvé, à travers la Constitution de 2006, un pacte républicain destiné à guérir les blessures du passé et à organiser les alternances démocratiques. Pendant près de 20 ans, cette Constitution a été le socle de notre stabilité institutionnelle. Son accomplissement le plus marquant demeure la passation pacifique et civilisée du pouvoir, intervenue le 24 janvier 2019, événement historique qui démontra qu'en République démocratique du Congo, le pouvoir pouvait enfin changer de main sans que le pays ne bascule dans la violence. Cependant, le paradoxe est saisissant. Porté au sommet de l'État en vertu de la Constitution qu'il conteste aujourd'hui, M. Tshisekedi, malgré son illégitimité avérée, est le premier bénéficiaire du contrat social issu de cette Constitution. On devrait légitimement entendre de lui qu'il en soit le premier défenseur. Il a malheureusement choisi une autre voie. Depuis son accession au pouvoir, les entorses à la loi fondamentale se multiplient, comme si la Constitution n'était plus la norme suprême de l'État, mais un texte dont l'application varierait au gré des circonstances et de ses intérêts mesquins. Soucieux de ne plus avoir à rendre le pouvoir au peuple souverain à l'expiration de son second mandat, M. Tshisekedi a orchestré en décembre 2023 un braquage électoral avec pour seul dessein de baliser la voie vers une présidence à vie. Son obsession pour un pouvoir sans partage paraît désormais si profonde que rien ne semble pouvoir tempérer sa volonté de s'affranchir des limites constitutionnelles
à mesure que s'approche inexorablement le terme de son dernier mandat. L'ayant compris à temps, l'AFCM 23, notre organisation, a eu la lucidité de prendre ses responsabilités devant Dieu, devant le peuple et devant l'histoire. Nous avons choisi de nous engager résolument dans les combats révolutionnaires sur pied de l'article 64 alinéa 1er qui stipule « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Nous restons convaincus que la révolution constitue le seul rempart contre les dérives d'un régime de plus en plus tenté par la personnalisation du pouvoir d'État. Ce combat patriotique a permis de mettre fin au rêve d'un apprenti tyran, diaboliquement observé par la privatisation du pouvoir. Au prix de nombreux sacrifices et souvent au péril de nos vies, nous avons contribué à empêcher que ne soit consommée dès 2025 l'entreprise de démolition du contrat social issu de la Constitution de la Troisième République. L'histoire retiendra que, face à cette tentative, nous n'avons cédé ni à la peur, ni renoncé à notre devoir de défendre la République. Une fois de plus, hommage mérité à l'armée révolutionnaire congolaise pour son engagement, sa détermination, sa discipline et son sens des sacrifices. En outre, je ne saurais dissimuler la satisfaction qui est la nôtre de voir enfin les forces politiques et sociales de la nation se mobiliser également pour faire échec au projet de changement de la Constitution porté par M. Tshisekedi. En lançant l'alerte en date du 15 décembre 2023, l'AFCM 23 avait compris, avant beaucoup d'autres, que la véritable menace ne résidait pas dans une simple révision constitutionnelle, mais dans la remise en cause du pacte républicain lui-même. Aujourd'hui, les forces vives de la nation semblent partager ces constats. Elles ont compris qu'en s'attaquant à la Constitution, M. Tshisekedi fragilise le fondement même de son magistère. Dès lors, il appartient à tous les citoyens, aux partis politiques, à la société civile et à la diaspora d'user de tous les moyens à leur disposition pour défendre la Constitution et préserver l'alternance, condition sine qua non de la vitalité démocratique. L'élan de l'unanimité nationale qui, quelles que soient nos divergences, nous a toujours caractérisés autour des léopards, notre chère équipe nationale, doit être le même dans le combat contre le changement de la Constitution. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nonobstant la robustesse de ses capacités militaires, opérationnelles et stratégiques, l'AFCM 23 s'est résolu de faire prévaloir la paix sur la confrontation. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien suivi. À présent, nous passons directement au troisième point, ce que vous avez dit qu'on va revenir sur ça après qu'ils ont déjà vu cette vidéo. Alors après l'intervention, ces premières interventions du coordonnateur politique de l'AFC 23, parlons un peu aussi de ce point que j'ai aussi appelé l'AFC 23 qui justifie son engagement militaire après, bien sûr, tout ce qui se passe dans les zones contrôlées par l'AFC 23. Eh ben, le coordonnateur politique de l'AFC 23 a également défendu l'existence et les actions de son mouvement en évoquant toujours l'article 64 de la Constitution qui fait référence au devoir de citoyen de s'opposer à toute prise ou exercice
des pouvoirs en violation des dispositions constitutionnelles. Et là, on parle de la violation de l'article 64 que le coordonnateur politique de l'AFC 123 a défend, sans oublier aussi qu'il y a une coalition. Ouais, Article 64 des opposants de Félix Tshisekedi. Là, je parle de Deli Senga, je parle de Martin Fayoulou, je parle de Moïse Katumbi et bien d'autres qui sont dans cette coalition, dans cette coalition de l'article 64. Eh bien, il a présenté que l'AFC 123, c'est une action comme un combat destiné à empêcher ce qu'il considère comme une dérive autoritaire du régime en place ou encore du régime de Kinshasa, et a rendu hommage aux combattants, bien sûr, de l'armée révolutionnaire congolaise, de la RC, pour leur engagement à cette lutte pour, bien sûr, faire quitter Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais aussi, il a accusé Kinshasa débloquer les efforts de paix. Et là, on parle des dialogues de Doha ou encore de Washington, et bien abordant ces différents processus de paix régional internationaux. Eh bien le coordonnateur politique de l'AFC 123 a affirmé que l'AFC 123 lui a respecté les engagements pris lors de négociations à Doha, notamment à travers le retrait des troupes dans certaines zones sous son contrôle, afin de favoriser un climat de confiance entre les deux parties, que ce soit la partie de Kinshasa et la partie de l'AFC 123. À l'inverse, il a accusé le gouvernement congolais de ne pas respecter les accords conclus, citant notamment bien sûr les questions liées au cessez-le-feu et à la libération de prisonniers et à la poursuite des opérations militaires dans certaines régions de l'Est. Les leaders de l'AFC 123 estiment que Kinshasa est aujourd'hui le principal obstacle à la résolution durable de la crise et au retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quand on parle de la libération des prisonniers, on se rappellera qu'ils ont déjà parlé de plus de 316 prisonniers qui sont retenus à Kinshasa, qui sont liés entre guillemets à l'AFC 123, et peut-être ils ont été arrêtés à cause de leur faciès ou encore de leur morphologie. Et ben ils se disent que ils sont liés à l'AFC 123. Voilà, ce sont quelques points qui ont été cités par le coordonnateur politique de l'AFC 123. Si vous le permettez, on laissera encore une fois de suivre la deuxième partie de ces discours du coordonnateur politique de l'AFC 123. Bien évidemment, vous voulez suivre la deuxième partie de son message. Dans un esprit de responsabilité, nous avons accepté de nous inscrire dans les différents processus de paix conduits sous les auspices des partenaires internationaux. À chaque étape des négociations, nous avons honoré scrupuleusement les engagements souscrits, allant jusqu'à procéder de notre propre initiative au retrait de plusieurs territoires libérés afin de favoriser un climat de confiance. Cette volonté de privilégier la paix s'est malheureusement heurtée à l'intransigeance du régime de Kinshasa qui, lui, a délibérément choisi la voie de la terreur et de la violence. Alors que nous exécutons de bonne foi tous nos engagements contenus dans les protocoles déjà signés, le régime de Kinshasa n'a, pour sa part, jamais honoré les siens. Qu'il s'agisse du respect effectif du cessez-le-feu ou de la libération des prisonniers, Kinshasa considère les initiatives de paix comme des pauses tactiques pour réaffirmer ses forces et poursuivre la guerre. En témoignent les bombardements indiscriminés sur les populations et infrastructures civiles dans les zones densément peuplées des territoires de Rutshuru, de Massissi et de Kalehe. Il en est de même du blocus humanitaire
et du pogrom en cours dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, visant la dépossession des populations autochtones Banyamulenge de leurs terres ancestrales. Il appelle que le régime de Kinshasa est la partie au processus de paix qui n'a jamais respecté aucun de ses engagements pris. Il est étonnant que l'AFC M23, seule partie respectueuse des engagements, fasse l'objet de pressions et de sanctions, alors que le régime de Kinshasa n'a, quant à lui, jamais été sanctionné, moins encore blâmé pour ses violations répétées des protocoles signés dans le cadre du processus de Doha. Bercé par l'illusion d'obtenir, en contrepartie des ressources naturelles du pays, une intronisation à vie par certains partenaires traditionnels, M. Tshisekedi se targue d'être la caution personnelle des accords stratégiques sur les minéraux et sabote méthodiquement toutes les initiatives nationales, sous-régionales et internationales de paix. C'est de la pure escroquerie politique, car les hommes passent et les institutions restent. En sacrifiant le dialogue sur l'autel de son ambition personnelle, il a gravement ébranlé le légendaire hérénisme congolais. Ses reniements successifs, son obsession, ses revirements incessants et son mépris des engagements pris, aussi bien à l'intérieur du pays qu'auprès de ses partenaires internationaux, ont fini par lever toute ambiguïté sur sa véritable posture. Désormais démasqué, il apparaît aux yeux de nombreux Congolais et de la communauté internationale comme le principal obstacle au retour de la paix et à la résolution durable de la crise congolaise. Il n'y a plus d'équivoque. Le mal porte désormais un visage. Monsieur Tshisekedi n'est plus la solution, ni une partie de celle-ci. Il est devenu le problème. Tant que la crise portera son empreinte, la paix demeurera hors des portées. Comme nous l'avons toujours dit, débarrassons-nous de Jonas et le navire Congo accostera à bon port. Après 7 années de tâtonnements, des mensonges, des injures, des désillusions, d'incertitudes, plus rien ne devrait empêcher les Congolais de regarder enfin dans la même direction. L'heure n'est plus aux hésitations, mais au sursaut national. Il est temps de tourner définitivement la page d'un régime qui, par ses choix et ses renoncements, s'est érigé en principal obstacle à la paix, à l'état de droit et à la renaissance de notre nation. Le Congo ne retrouvera son destin qu'en renouant avec les valeurs qui ont inspiré son indépendance, à savoir la liberté, la justice, la démocratie et la cohésion nationale. Dans cette perspective, j'en appelle à la mobilisation et au rassemblement national. Notre mission demeure inchangée. Reconquérir la souveraineté nationale pour la restituer au peuple, son seul et unique dépositaire légitime. Il nous appartient dès lors de sauver la République, de restaurer l'état des droits, de préserver la cohésion nationale et de rendre aux Congolais la liberté, la justice et l'espérance qui leur ont été si longtemps refusées. Ce noble combat ne saurait être celui de la seule AFC M23. Il appelle à un sursaut de toutes les forces vives de la nation pour faire échec à un pouvoir ouvertement entré en rébellion contre la Constitution. Il incombe ainsi à chaque Congolais, par devoir patriotique, de défendre la Constitution, l'état de droit et la souveraineté du peuple face à toute dérive qui les mettrait en péril. Plus tôt nous mettrons ensemble un terme à la tyrannie, plus vite notre pays retrouvera le chemin de la paix, de la justice, de la cohésion nationale et du développement auquel aspire notre peuple. À vous les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise,
qui fait aujourd'hui objet au quotidien d'humiliation, de clochardisation et d'emprisonnement injustifié par celui qui est censé être votre commandant suprême, au profit des armées étrangères et des mercenaires. Cessez de protéger un régime dressé contre son propre peuple. Levez-vous et désobéissez-le. La nation vous sera très reconnaissante. Très chers compatriotes, pendant longtemps, M. Tshisekedi et son entourage se sont attachés à présenter la crise que traverse la République démocratique du Congo comme une crise d'agression extérieure, circonscrite à la partie orientale du pays. Selon cette lecture, son règlement dépendrait essentiellement du retrait présumé et imaginaire des forces rwandaises et de la reconquête militaire du territoire sous notre administration. Cette présentation mensongère, qui éludait les causes profondes de l'instabilité nationale, a trouvé pendant un temps un certain crédit auprès de plusieurs partenaires extérieurs de notre pays, conduisant à reléguer au second plan la crise politique et institutionnelle qui fragilise pourtant l'État congolais. Aujourd'hui, cette grille de lecture est largement remise en cause par les faits. En engageant un processus de changement de la Constitution, M. Tshisekedi a lui-même révélé que la crise congolaise ne se limite pas au seul front sécuritaire de l'Est. Les vives contestations suscitées par ces projets, ainsi que leur répression sanglante en Kinshasa et dans d'autres villes du pays, mettent en évidence l'existence d'une crise multiforme, nourrie par les tensions institutionnelles, les interrogations sur la gouvernance et les inquiétudes liées à l'avenir démocratique du pays. La crise congolaise apparaît désormais pour ce qu'elle est réellement. Une crise à la fois sécuritaire, identitaire, politique, institutionnelle et surtout de légitimité. Mes chers compatriotes, l'espoir nous est permis. Nos pères spirituels de l'Église de Christ au Congo, ECC, et de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, dont nous saluons la clairvoyance et la constance, ont déjà tracé la voie à suivre. La tâche est immense. Il nous faudra reconstruire un tissu social, politique, économique et culturel profondément défiguré par des années de mauvaise gouvernance, d'exclusion, de tribalisme, de division et de crises et autres. Aucune œuvre de reconstruction n'est hors de portée d'un peuple déterminé à prendre son destin en main. Comme le proclamait dans son testament politique le héros national Patrice Emery Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera, au nord comme au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Et s'agissant du Congo, il nous laissait cette espérance qui demeure intacte. L'avenir du Congo est beau. Cet avenir ne sera pas une génération spontanée. Il dépend de notre courage, de notre unité et de notre fidélité à ce devoir sacré qui consiste à transmettre aux générations futures une république plus libre, plus juste et plus fraternelle que celle que nous avons reçue. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu les discours du coordonnateur politique. En l'écoutant, même à vous écoutant nous expliquer, vous sentez réellement que c'est un message fort. Nous avons retenu beaucoup de choses. Oui, Alors, on parlons. a retenu bien sûr beaucoup de choses. Bon, ça doit être mis en pratique pour de deux côtés. Parce que si le coordonnateur de la SC123 acquise la partie gouvernementale de violer le cessez-le-feu, on a vu il y a eu des sanctions, il y a eu des sanctions de la part des États-Unis qui ont sanctionné certains cadres de la SC123, les accusant d'être en partenariat avec le Rwanda et faire traverser quelques kilos d'or. Eh ben,
sans oublier que on a vu récemment l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Monsieur Olivier Nduhungirehe, qui aussi a montré que je dirais le médiateur n'agit pas de la manière d'être paritaire, ou encore s'il sanctionne, s'il sanctionne la partie de l'AIC 23, ils doivent aussi sanctionner l'autre partie du gouvernement, chose qui n'est pas faite par le médiateur. Et donc c'est toujours flou entre dans le contexte sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Eh ben, on laisse toujours l'avenir nous donner raison. Eh ben, comme les Blancs le dit toujours. Wait and see. Ouais. Alors, comme vous le disiez, avec la partie Ebola, on peut parler d'Ebola pour l'instant dans la partie sous contrôle de l'AIC 23. Il n'y a plus de cas d'Ebola. Il n'y a plus même ceux qui étaient dans la supervision en train d'être supervisés et voir s'ils peuvent manifester quelques signes de la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, ils sont plus en quarantaine, ils ont été libérés, rentrés chez eux, ils n'ont pas manifesté aucun signe. Plus de 400 personnes ont été libérées à Bukavu. À Goma, il n'y a plus. Ça fait déjà longtemps. Ça fait plus de 3 semaines. 3 semaines. Alors, je crois qu'on va laisser encore suivre le coordonnateur chargé de la crise, de la riposte à maladie à virus Ebola, le docteur Freddy Kaniki, qui était à Bukavu pour aussi faire un briefing concernant la maladie à virus Ebola. Vraiment. Suivons le docteur Freddy Kaniki. À l'issue de plusieurs semaines de surveillance épidémiologique coordonnée, de prise en charge des cas, de recherche active et de suivi de contacts, d'analyse de laboratoire ainsi que de mobilisation communautaire, nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer que l'ensemble des contacts suivis, identifiés, est achevé et a été achevé avec succès pour la période de suivi. Au cours de cette période de riposte, 400 personnes contacts ont fait l'objet d'un suivi qui s'est révélé satisfaisant, avec un taux de suivi journalier supérieur à 98%. Durant cette période de surveillance intensive, aucun nouveau cas de maladie à virus Ebola n'a été détecté parmi les personnes sous surveillance. À ce jour, aucun patient atteint de la maladie à virus Ebola n'est en cours de traitement et aucun contact ne fait l'objet d'un suivi actif dans les zones sous notre juridiction. Ces résultats témoignent de l'efficacité des mesures mises en place et aussi marquent la maîtrise de cette première vague de l'épidémie dans les zones sous notre administration. Ces succès n'auraient pas été possibles sans le dévouement et les sacrifices de nos personnels soignants en première ligne, des équipes de surveillance, du personnel de laboratoire, des agents de santé communautaire, des autorités provinciales et locales, ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré sans relâche, souvent dans des conditions difficiles, pour la protection de nos populations. À tous ces acteurs, nous témoignons notre vive reconnaissance. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à nos partenaires humanitaires et techniques, dont l'expertise, l'appui logistique et la collaboration étroite ont été déterminants à cette réponse efficace. L'une des principales leçons tirées de cette riposte est l'importance des interventions axées sur les populations. Grâce à un engagement communautaire soutenu, à des activités de sensibilisation et d'éducation sanitaire
ainsi qu'à une collaboration étroite avec les leaders et les populations locales, nous avons gagné et renforcé la confiance du public, favorisé le signalement précoce des cas et encouragé l'adhésion aux mesures de santé publique. Et même ces efforts ont été déterminants dans la maîtrise de cette première vague de l'épidémie. Néanmoins, ces succès célébrés aujourd'hui ne doivent pas être interprétés comme la fin de la menace d'Ebola. Le virus Ebola demeure actif dans d'autres régions de l'Est de la République démocratique du Congo, où la transmission représente encore un risque important pour la santé publique régionale. Tant que des chaînes de transmission persistent ailleurs, les risques d'importation de nouveaux cas dans nos communautés à travers le mouvement des populations restent bien réels. C'est pourquoi nous devons maintenir un niveau élevé de vigilance et poursuivre sans relâche nos efforts de préparation, de surveillance et de mobilisation communautaire. Pour cette raison, nous devons rester vigilants. Notre dispositif de surveillance demeure entièrement opérationnel. La surveillance au niveau des points d'entrée et au sein des communautés a été renforcée. Les activités de communication des risques se poursuivent et nos équipes d'intervention rapide restent mobilisées et prêtes à agir à tout moment. Nous sommes déterminés à faire en sorte que tout cas importé soit détecté précocement et pris en charge de manière rapide et efficace afin d'empêcher toute nouvelle contamination. La maîtrise de cette première vague de l'épidémie constitue une étape importante. Toutefois, il convient de rappeler que la protection durable des communautés contre Ebola exige une vigilance constante, une détection rapide des cas, une riposte efficace ainsi qu'un partenariat continu entre les autorités sanitaires, les partenaires humanitaires et les communautés locales. Enfin, nous réaffirmons notre engagement à protéger la population placée sous notre administration grâce à des mesures de santé publique fondées sur des données scientifiques dans un esprit de transparence et de collaboration étroite avec l'ensemble des partenaires humanitaires et sanitaires au niveau national, régional et international. Ensemble, nous avons démontré qu'il est possible de contenir Ebola grâce à l'esprit d'équipe, au professionnalisme et à l'engagement communautaire. Restons unis et préparés afin que si un nouveau cas devait nous arriver, qu'il soit détecté à temps et que nous soyons en mesure d'y répondre immédiatement et efficacement afin de prévenir toute contamination. Je vous remercie. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le Super. Alors, en parlant toujours de la maladie à virus Ebola, la population gomatracienne se pose toujours la question, est-ce que comme il n'y a plus de cas d'Ebola, est-ce que les mesures préventives, les mesures barrières, on doit aussi arrêter? On ne doit pas toujours arrêter à respecter les mesures barrières, les mesures préventives pour à la riposte à la maladie à virus Ebola. Bien qu'il y a plus des cas, il y a plus de cas suspects dans des zones déjà à libérer par l'AFC en 23, on ne doit pas jubiler, on ne doit pas vraiment ne pas respecter ces mesures parce qu'on est toujours dans l'alerte. On est toujours dans l'alerte. Il y a d'autres cas qui peuvent toujours être importés. On l'a vu avec le récent cas dans la ville de Goma. Une nous venait de la province de l'Ituri. On l'a vu, ça a déséquilibré
la ville de Goma, il y a eu fermeture de barrières, il y a eu d'autres mesures prises par les autorités locales. Et donc, je crois que c'est pas le moment de lâcher prise, c'est le moment maintenant de renforcer plutôt le mesure barrière pour limiter que d'autres cas nous reviennent en provenance de l'Ituri. Comme nous le savons tous, c'est l'épicentre de cette maladie. Il y a aussi la ville de Beni, il y a aussi Butembo. Donc, on doit être vraiment très prudent et ne pas vraiment se dire comme il n'y a pas de cas, on laisse, on va ne plus encore respecter ce mesure. On s'est dit ben il y a plus de cas, mais je pense que c'est le moment cette fois-ci, c'est le moment de renforcer ce mesure barrière pour limiter la propagation de cette maladie. On l'a vu, il y a eu aussi un autre communiqué de la mairie, de maire de la ville, Desrenga Bokisuba, qui demande à la population de respecter ces mesures et de ne pas vraiment jubiler en cas de la victoire de la RDC, comme on l'a vu. Ça peut être aussi un moyen facile, un moyen qui permettrait à la maladie de se propager. Surtout, on connaît comment est-ce que la maladie se propage. C'est juste en cas, c'est en contact avec le liquide, avec la sueur, avec les sangs, avec tout. Je crois que c'est en jubilant, en s'embrassant, en faisant tout, en criant, être en contact parce qu'on sait que avec ce que nous fait la RDC dans cette Coupe du Monde, c'est normal qu'on soit en joie, c'est normal qu'on se ressemble. Mais on doit aussi respecter ces mesures barrières. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux internautes qui continuent de réagir négativement face à ces communiqués? En fait, c'est pas une mesure, je dirais, c'est pas une mesure de les enfermer, c'est plutôt pour les protéger. Bien sûr. C'est plutôt de mesures pour favoriser cette riposte des agents sanitaires, parce qu'aujourd'hui, si on respecte pas les mesures mises par les autorités sanitaires, on ne devrait pas être ici. Aujourd'hui, si on est ici, si on compte aucun cas dans la ville de Goma, dans la ville de Bukavu, dans des zones déjà libérées par la CR23, c'est parce que la population a pris conscience, c'est parce que la population a compris que il faut respecter ces mesures barrières, il faut respecter ce que les autorités sanitaires sont en train de nous dire, de nous donner comme conseil. Eh ben, ils ont respecté. Pourquoi maintenant lâcher prise aujourd'hui? Pourquoi sentir que on vient de nous coincer? Mais non, on doit respecter pour respecter et pour ne pas propager cette maladie, parce que c'est pour notre bien. Alors, chers internautes, comprenez que c'est pour notre protection. Alors, comme on vient de le dire, le football, le mondial, ça fait la une de l'actualité sur la toile mondiale. Alors, le mercredi, le léopard de la RDC joue contre l'Argentine. C'est plutôt l'Angleterre. L'Angleterre, pardon. Oui, Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire du match passé? Oui, c'est toujours c'est l'euphorie dans la République démocratique du Congo, pas seulement dans la République démocratique du Congo, dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'euphorie, c'est la joie. Eh ben, avec 10 équipes qui se sont qualifiées à cette Coupe du Monde 2026, qui se joue au Mexique, au Canada et aux États-Unis, on peut dire que dans les 10 équipes qualifiées venues du continent africain, 9 équipes ont été qualifiées au 16e de finale. Et aujourd'hui, il y a déjà 2 équipes qui ont déjà été éliminées. Une seule équipe a été éliminée dans la phase de groupe. Là, on parle de la Tunisie qui a été éliminée avec 0 point. Et là, c'était une équipe qui n'était pas au top. L'Afrique du Sud, qui n'était pas supportée par tous les Africains avec tout ce qui se passe en Afrique du Sud. On a vu l'Afrique du Sud a été éliminée par l'équipe canadienne et aujourd'hui l'équipe canadienne qui sera
face à l'équipe du Maroc qui a éliminé aussi l'équipe du Pays-Bas au tir au but après un match très alléchant avec beaucoup de suspense. On l'a vu à un score de 1 but partout et l'équipe marocaine a su battre l'équipe du Pays-Bas au tir au but. C'était 3 contre aider l'équipe du Maroc qui continue toujours sa poursuite dans cette Coupe du Monde et qui jouera le 8e de finale face à l'équipe hôte, le Canada. Et ça sera toujours aussi une très belle affiche. Et ben, il y a aussi cette affiche que nous attendons tous, l'affiche la République démocratique du Congo, parlons-en, face à l'équipe de l'Angleterre. Après sa qualification comme premier de 3 meilleurs perdants ou encore de 3e meilleur perdant, l'équipe de la RDC a été qualifiée avec manière en s'imposant à un score de 3 buts à 1 face à l'équipe de l'Ouzbékistan et l'équipe de la RDC s'est qualifiée en 16e de finale et cette phase, ça sera face à l'équipe de l'Angleterre, de Jude Bellingham, de Harry Kane, une équipe qui n'est pas vraiment trop facile. Moindre. Eh ben, ça sera toujours un morceau dire à croquer pour la République démocratique du Congo, mais on l'a vu, la RDC est toujours capable de le faire. On l'a vu face à l'équipe du Portugal, faire un but partout, faire un match nul face à l'équipe de Cristiano Ronaldo, de Bruno Fernandes, de Vitinha. Eh ben, on l'a vu que l'équipe de Léopard de la RDC a de armes, a de cartouches pour faire face à cette équipe anglaise des Harry Kane. Selon vous, à la lire où vont les choses, je reviens sur ce que vous avez dit. Parmi les 10 équipes qui ont été sélectionnées, il y a seulement un seul pays qui est éliminé. Alors, les 9 autres pays sont partis jusqu'au 16e de finale. À la lire où vont les choses, selon toi, est-ce que le continent africain va revenir avec la coupe? Parce que c'est la première fois que 9 pays se qualifient. Oui, c'est une nouvelle structure de la Coupe du Monde avec 48 pays qui participent à cette Coupe du Monde. Eh ben, alors, le continent africain a des chances. On l'a vu dans la précédente Coupe du Monde, le Maroc est arrivé en demi-finale de la précédente Coupe du Monde et qui continue toujours à pousser fort et à avancer. Avec ces équipes, je trouve pas les équipes les équipes européennes faire mal aux équipes africaines. C'est plutôt difficile, c'est aussi incompréhensible pour les équipes africaines qui ont toujours cet ego ou encore cette peur d'affronter ces équipes européennes parce qu'on l'a toujours vu, ces équipes, ces dernières Coupes du Monde, elles ne sont pas vraiment très tranchantes. Eh ben, on croise les doigts. Les équipes comme la Côte d'Ivoire, les équipes comme le Maroc, pourquoi pas ne pas parler de la RDC qui peut aussi faire mal à ces équipes. Et pourquoi pas ne pas aller jusqu'à la finale de cette Coupe du Monde, bien que c'est toujours un rêve, mais on peut y arriver. On peut toujours y arriver parce qu'il y a beaucoup de internautes qui écrivent aujourd'hui sur leur page qu'il ne nous reste que 5 matchs pour revenir avec la Coupe du Monde. C'est-à-dire on peut y arriver. Il y a la confiance. Oui, la RDC est en confiance. La RDC a fait le bon travail. Jusqu'à ce qu'ils disent qu'il nous reste que 5 matchs pour revenir avec la coupe. C'est difficile de dire qu'on peut revenir avec la coupe, mais pourquoi pas, on peut revenir parce qu'avec les armes qu'a Sébastien Desabre, on peut faire du mal à certaines équipes, comme on le fera toujours avec l'Angleterre. Alors, pour finir, je peux pas finir pour vous poser cette question. Quel est votre pronostic pour ces matchs de Léopard contre l'Angleterre? Ah oui, c'est un match très décisif pour les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est un match très attendu. On l'a fait face à l'Ouzbékistan. On a de bons joueurs. On a une ligne d'attaque qui peut faire du mal. On a une défense qui peut faire du mal. On a un milieu de terrain, un médiane, je dirais, très costaud avec Moutoussamy, Noah Sadiki et d'autres joueurs comme Charles Piquel qui est toujours sur le banc, mais qui, lorsqu'il entre, il fait de merveilles. On a Meshak Elia qui nous a prouvé qu'il peut le faire. On a vu Fisto Mayele le premier match qu'il joue, le premier but. C'est phénoménal, on l'a vu. Yohan Wissa qui est en fait avec 3 buts dans cette Coupe du Monde qui fait mieux que Cristiano Ronaldo jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, comme le disent
les supporters de cette équipe chère de la République démocratique du Congo. Eh ben, je pense que la RDC peut faire mieux et pourquoi pas ne pas aller jusqu'au tir au but et remporter cette rencontre. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir encore sur nos plateaux. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau et de parler des actualités. Merci beaucoup. Et c'est par cette information sportive, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette revue de l'actualité. Vous avez été nombreux à nous suivre et nous vous remercions. On se donne rendez-vous à la prochaine revue.